Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vous présente mon meilleur ami. C'est mon petit réveil fétiche, parce qu'avec un orchestre, une répétition, si ça commence à 15h, ça ne commence pas à 14h58. J'ai pas le droit. Et puis, au bout d'une heure et demie, je suis obligé de faire 20 minutes de pause. Sinon, ça râle terrible devant. Donc, du coup, c'est devenu mon meilleur ami. Comme ça, je suis, en l'occurrence, le maître de mon temps. Alors, comme Frédéric vous a parlé des notions de chef d'entreprise et chef d'orchestre, eh bien voilà, je suis effectivement compositeur et chef d'orchestre. Alors sur ma saison actuelle, pour situer, je suis à l'Opéra national de Lyon, à l'Opéra national de Bordeaux, à l'Opéra de Limoges, à l'Orchestre de chambre de Hong Kong au mois de mai, et puis je suis chef associé à l'Orchestre national à Thessalonique. Voilà, donc tout ça, on en parlera un petit peu. Mais mon statut, c'est intermittent du spectacle. Parce que pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas être rattaché à une maison en particulier. Et en tant qu'artiste un peu électron libre, c'est plus facile pour moi, depuis quelques années, d'apporter un peu d'oxygène et d'avoir des rapports suivis avec ces maisons et ces orchestres que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir, plutôt que de m'engager exclusivement sur une maison. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je suis très heureux aussi de voyager et justement d'abolir quelques frontières dans mon activité professionnelle. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, chef d'orchestre, c'est abominable comme terminologie. Alors on peut être chef de plein de choses, effectivement. Il y en a un que tu as oublié, c'est chef de gare. C'est pareil, c'est chef, quoi. Les Anglais, ils disent conductor. Conductor, c'est celui qui conduit l'orchestre. Les Allemands, ils disent dirigent, celui qui montre une direction, qui dirige, qui montre une direction. Et nous, on dit chef. Ça induit autre chose. Alors, pour faire très court, je ne suis pas arrivé dans une famille de musiciens, mais alors pas du tout. Et ils n'ont pas vu d'un très bon œil le fait que je veuille faire de la musique. Donc, je ne vais pas trop développer ça, mais je n'ai pas été aidé du tout dans ce sens. Donc, il a fallu se débrouiller, pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Et encore moins en autodidacte, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. On est toujours dans le sillage de plusieurs personnes qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'approcher et dont on a envie de recevoir quelque chose. Donc, je n'ai pas fait de conservatoire au sens des études strictes, mais j'ai commencé à travailler à 18 ans. Et il se trouve que mon instrument, parce que j'ai fait un tout petit peu d'école de musique, j'ai fait 4 ans d'école de musique, mon instrument c'était le basson. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un basson. C'est le grand-père d'Empierre et le Loup. C'est un instrument en bois qui est à peu près haut comme ça. Puis voilà, et ça se joue comme ça. Et le gros avantage du basson, c'est que personne n'en joue. Donc, ce qui fait que très très tôt, j'ai pu aller, moi j'étais pas la Nièvre, mais c'était la Saône-et-Loire, c'était la Bourgogne. Donc j'ai pu aller faire plein de petites interventions, on disait des cachetons. Quand on avait 18-19 ans, on allait faire des cachetons dans les orchestres d'harmonie. Mais ça vous apprenait déjà plein de choses. Ça vous apprenait déjà que votre instrument, il était drôlement utile, parce que dans les orchestres d'harmonie, d'avoir un basson au moment où il passait des concours nationaux, les orchestres d'harmonie, ça rajoutait des points aux orchestres d'harmonie parce qu'il y avait un basson. Donc déjà, vous valiez des points, c'était déjà bien. Et puis après, il y avait aussi beaucoup de mixité générationnelle dans ces orchestres d'harmonie. Je pense surtout au bassin minier, au Creusot, au Monceau. Et en fait, c'était aussi des gens qui avaient le souci de vous accueillir et de bien vous accueillir et de faire en sorte que vous compreniez tout ce qui se passe à l'intérieur de la vie de leur orchestre d'harmonie. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mes armes. Et puis je me suis accroché parce que la musique, c'était ça. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, il y a quelques années qui sont passées, je me dis, si ça n'avait pas été de la musique, ça aurait été de la cuisine. Mais en tous les cas, l'idée et l'envie, le désir de bien préparer quelque chose pour les autres. Et la notion de diriger, quand on est chef d'orchestre, c'est de coordonner et effectivement d'harmoniser. Ça, c'est absolument fondamental. J'ai rencontré des gens sur mon parcours qui m'ont donné des autorisations. Parce que, je vous ai dit, c'est pas venu de mon milieu familial, puis j'ai pas vraiment fait d'études, donc à un moment donné, l'enthousiasme, c'est bien, mais qu'est-ce qui va amener de la légitimité ? J'ai eu de la reconnaissance de la part de personnes. Alors, des musiciens, mais les musiciens, ils sont venus il n'y a pas si longtemps, mais j'ai eu de la reconnaissance de la part, là aussi, il y a quelques frontières qui ont été abolies, de la part d'un écrivain, de la part d'un peintre,
Et en fait, on était, et ça c'est des mots que j'entends depuis que je suis arrivé ce matin, on était sur des résonances. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en écho. À un moment donné, il faut juste apprendre dans ces sillages-là et ces intuitions, parce que les intuitions, c'est fondamental. Il faut apprendre à donner un visage à ces intuitions, et puis à un moment donné, on va les assumer, ces intuitions. Donc la notion du parcours, des autorisations et de la mise en œuvre du parcours, c'est fondamental. Dans un orchestre, alors là, dans un très beau théâtre, donc je suis un petit peu comme à la maison, là, donc voilà, ça c'est la scène, et puis il y a la salle. Donc dans un orchestre, vous avez, je ne sais pas, un orchestre symphonique, c'est 40 à 80 ou 100 ou 120 musiciens. Vous avez d'autant de familles d'instruments sur scène qu'il y a de façons différentes de penser le son et de penser le parcours. Je vous parlais tout à l'heure d'harmonie, de bassin minier, il y a des traditions d'instruments de cuivre très très fortes. Et il y a énormément de solidarité autour de ces ensembles harmoniques. Si vous voulez jouer du violon ou du piano, vous allez vous retrouver très rapidement dans un schéma plus traditionnel d'école de musique, où le mot, là aussi le mot on peut l'interroger, conservatoire. Le propre du conservatoire, c'est que ça conserve. Et quand on en sort, malheureusement, nous dit une enquête il y a quelques années, il y a 95% des élèves qui vont quitter un conservatoire un jour qui ne referont plus jamais de musique. Ça veut dire que notre système éducatif musical français voudrait qu'on soit sur un modèle très solistique et pas collectif, et qu'on fait de la musique tant qu'on est dans le système du parcours éducatif. Et qu'après, avec tous les outils qu'on a reçus, on n'est pas sollicité ou on n'est pas autorisé à s'en servir. Quand je suis devant un orchestre, j'ai autant de sensibilité que j'ai de famille d'instruments. J'ai des grades, entre guillemets, qui sont différents, puisqu'ils sont solistes ou ils sont toutistes. Dans tous les cas, ils n'ont pas le même statut. Et il y a toute une organisation, il y a toute une hiérarchie que je me dois de comprendre et de respecter. On va parler d'abord, si vous voulez bien, des espaces. On parle de frontières, on va parler d'espaces, et d'espaces délimités et d'espaces consacrés. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important à mes yeux. Les musiciens créent des espaces qu'ils dédient à la musique. Ou plutôt, il faut que je me méfie avec les consonnes percussives, ou plutôt, la musique sait se créer ses propres espaces. Je vous disais, il y a la salle de cours de musique au collège ou la salle de cours au conservatoire. Il y a la salle de répétition de l'harmonie municipale, pourquoi pas. Il y a le salon à la maison où on peut sortir la guitare ou peut-être même qu'il y a un piano dans le salon. Dans l'église, dans le temple, il y a l'orgue, il y a l'harmonium. Dans la rue, dans le métro, il y a aussi des artistes qui passent et qui vous sollicitent au chapeau. Il y a la salle de concert, il y a l'auditorium, il y a l'opéra, il y a le zénith, il y a le bistrot, il y a le cabaret. Donc il y a autant d'espaces, on peut en évoquer des dizaines d'autres, et qui sont autant de possibilités de lieux d'où la musique peut jaillir. Et la musique vivante, pas l'enregistrement. Le rapport au regard direct de l'autre. La musique vivante, elle surgit dans une flamme qui est en même temps extrêmement fragile. Quand vous allez écouter un concert, comme nos amis musiciens par exemple tout à l'heure, mais tout peut arriver en direct. On est pris dans le flot de la musique et on écoute ça avec bonheur, et d'un seul coup, tout peut arriver. Il y a un câble qui s'enlève, il n'y a plus de son, il y a une corde qui pète sur le violon, enfin tout ça peut arriver. On est dans quelque chose de fragile. Donc il faut aussi de la bienveillance pour accompagner cet objet qui est en train de naître, qu'est la musique, qu'est ce discours artistique, mais qui demeure fragile. Les musiciens donc consacrent ces espaces à la vibration et même à la qualité de celle-ci. Et en fait, cet espace que les musiciens consacrent devient une scène. Là, c'est une évidence. Mais si je suis dans la rue et que je choisis un angle de rue très très joli, et ça sonne bien, et il y a je consacre cet espace, et il ne sera pas moins important que cette très très belle scène de théâtre ici. Nous délimitons pour mieux protéger l'action, pour mieux protéger l'œuvre qui est en train de naître sur cet espace consacré. Nous le délimitons, nous ne le fermons pas. Nous en précisons l'acuité et le pouvoir. Les artistes
comme pour les spectateurs. Nous ne cherchons jamais à asphyxier le lieu. J'ai fait récemment, c'était au mois de novembre, un concert en Grèce, dans le nord de la Grèce, et on m'a dit, vous savez, ça va être très familial, il y a plein d'enfants, oui, les enfants, ça fait partie de la vie, hein, c'est sûr. Donc on peut pousser des cris d'orfraie, des fois, quand on entend un gamin chouiner quelque part, on peut aussi se dire, mais c'est la vie. Je suis très heureux de savoir qu'il y a une maman et son petit-haut qui passent et puis qui peuvent rester 5 minutes, 10 minutes, le temps que l'enfant puisse quand même, pourquoi pas aussi, recevoir ça et être présent. Il n'y a aucun problème. Mais en tous les cas, ne jamais asphyxier un espace qu'on veut consacrer à ce qu'une émotion surgisse et ce qu'on va la mettre en partage. D'ailleurs, je vous parle d'art, mais l'art, dans sa définition, elle est la plus ancienne, regroupe des notions de métier. Un artiste, un artisan, sur le plan sémantique, ce n'est pas très éloigné, des notions d'habileté, des notions de connaissance, souvent techniques, mais qui sont mises au service de la réalisation d'un objet qu'on va façonner. Et je parlais également d'enthousiasme tout à l'heure, pour avoir ce bel objet façonné qui va se dresser devant vous, et l'enthousiasme, s'il n'est pas canalisé, s'il n'est pas transformé, il va s'apparenter à de la dissipation, puis il va s'épuiser rapidement en gesticulation, en agitation. C'est-à-dire que même sympathique, même bienveillante, cette animation n'aura jamais la même capacité à transformer notre perception que l'acte consenti de la rencontre et du partage, qui va mener à une véritable émulation, puis à une émotion ressentie collectivement et individuellement. Vous avez tous eu cette émotion devant de la musique. Et je dis devant la musique comme si c'était quelque chose de visuel également, comme quelque chose de palpable. On peut la voir individuellement et on la ressent d'autant plus fort qu'elle est également collective. La musique a besoin de ressentir et d'éprouver les cadres dans lesquels elle va évoluer. Si je dois faire une symphonie de Brahms ici, elle n'aura pas la même sonorité et je n'aurai pas les mêmes articulations, les mêmes tempi que si je la fais dans la salle de la ville d'à côté ou si je la fais dans la salle X ou Y. Je vais à chaque fois réajuster. Et cette notion d'ajustement, voire de justesse, je vous en reparlerai dans un tout petit moment. La nécessité d'une organisation respectueuse. Et là aussi, je reprends des choses que j'ai entendues tout à l'heure, que disait Frédéric. La musique répond nécessairement à plusieurs critères qui sont indissociables. D'abord, elle est une construction, une architecture pour les oreilles qui répond à une profonde organisation. Une organisation du temps, une organisation de l'espace sonore, on vient d'en parler, espace acoustique, mais aussi ce qui est propre au langage musical, c'est-à-dire l'horizontalité et la verticalité. Le discours musical, la rhétorique musicale sont ainsi faits que la musique nous offre un déroulement dans le temps. Ça, c'est le rôle de la mélodie. La mélodie, elle vous emmène dans le temps. L'horizontalité est pour nos oreilles un cadre qui nous propose donc d'être suivis avec un déroulé dans le temps. Et cette ligne que nous suivons dans son identité, ce discours peut être enrichi par une deuxième ligne qui, loin de l'accompagner, va la compléter. Deux lignes mélodiques qui vivent leur vie de façon autonome, mais en même temps interdépendante. D'abord, c'est de la polyphonie, et après, c'est ce qu'on appelle en musique le contrepoint. Nous n'avons pas besoin qu'un personnage soit exclusif pour avoir le bonheur d'en voir surgir un deuxième, puis un troisième à partir de ce premier. La verticalité, elle, c'est le monde des couleurs, de l'harmonie, les harmonies qu'il appartient aux musiciens de créer pour donner des perceptions renouvelées à la simple ligne mélodique. Et le rythme, me direz-vous, eh bien, le rythme, c'est le moteur de tout ça. C'est le moteur de tout ça. Au sein d'un orchestre, il est question de l'organisation des composantes sonores qui, si elles étaient simplement amalgamées, ne produiraient aucune expression musicale construite et cohérente. Il n'y aurait qu'une multitude de sources sonores. L'harmonie, j'y reviendrai après, et le dessin commun, le projet, seraient absents. L'organisation physique du son permet à chacun d'exister dans son identité propre.
Le flûtiste, avec le parcours qu'il a eu pendant des années de conservatoire avant de rentrer à l'orchestre, doit exister en tant que flûtiste. Le corniste doit exister en tant que corniste, le contrebassiste en tant que contrebassiste. On leur demande surtout pas de faire n'importe quoi du moment qu'ils sont ensemble et que ça ira bien de toute façon. On leur demande d'être eux-mêmes. Et dans cette capacité à être eux-mêmes au sein d'un rituel commun que nous appelons la partition, nous allons chercher à nous dépasser. Nous allons vivre une expérience. Où est-ce qu'elle peut nous mener ? Nous ne savons pas, parce que c'est là les limites de la partition, c'est qu'elle nous stimule sur l'organisation, elle ne nous dit jamais le résultat final. Le musicien au sein d'un orchestre vit et cherche donc à s'épanouir au cœur d'une diversité sonore et expressive et va tirer son énergie et se nourrit lui-même de cette diversité. Cette diversité qui est donc autre chose qu'une addition de talents. C'est une conjugaison intelligente, c'est une conjugaison sensible, c'est une composition de ces talents qui nous fait progresser, ça me semble important, de la simple idée d'être ensemble à la mise en condition du faire ensemble et avant d'arriver enfin à l'action concertée, l'adhésion à un projet précis, commun. Et on en arrive à l'harmonie, cette notion d'harmonie. Ah ben ça on entend, il faut harmoniser, c'est harmonieux, c'est pas harmonieux. Qu'est-ce que l'harmonie ? Qu'est-ce que l'harmonie ? L'harmonie, d'abord, ça ne se décrète pas. L'harmonie, c'est le fruit d'un travail et c'est le fruit d'un engagement. L'harmonie, c'est la mise en ordre de tous les éléments nécessaires à la naissance d'une expression. Cette expression, elle ne se quantifie pas à l'avance, elle ne se prévoit même pas. L'harmonie, avec un H majuscule, permet la naissance de l'expression, une expression plus juste, plus aiguisée. Pour être honnête avec vous, depuis que je suis arrivé ce matin, j'ai été très ému par beaucoup de choses que j'ai vues et entendues, au point de sortir mon crayon et de marquer des tas de trucs sur mes petits papiers, en me disant « Non, ça, il ne faut pas que je passe à côté. Ah ben non, ça c'est énorme. » Et notamment, j'ai vu avec vous ce matin ces jeunes qui chantaient avec la notion de gratter la terre. Vous vous rappelez ? Ça m'a mis la larme à l'œil. Bon, il m'en faut pas beaucoup des fois, hein, mais jamais sur scène. Parce que ces enfants-là, ces jeunes-là, étaient dans le plaisir, dans quelque chose de cohérent, et qu'ils chantaient juste. Combien de personnes, jeunes, adultes, vont dire « Ouh là là, moi je chante faux ». On ne chante pas faux, on entend faux. C'est-à-dire que ce que votre oreille ne peut pas, je suis très sérieux, ce que votre oreille n'entend pas, vous ne pouvez pas le restituer vocalement. Donc, quand on se met plein de barrières étant adulte, c'est pas qu'on chante faux, c'est qu'on n'entend pas, ou qu'on ne se laisse pas faire pour que l'écoute soit réelle. Les enfants ou les jeunes, quand ils sont dans la confiance, quand ils sont dans le plaisir, ils n'ont pas ces problèmes-là. Et cette vidéo de ce matin, ça m'a vraiment bouleversé parce que je voyais des jeunes qui étaient dans le plaisir, parce que probablement ils ont fait confiance durant toute la durée d'un parcours, et que là, nous, on n'avait que le résultat final. Mais l'expérience pour eux, c'est le parcours. Et en plus, il y a un témoignage de cet objet de beauté, fasciné à la fin, objet qui leur appartient. Et ils chantent juste. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui déraille sur la vidéo, il n'y en a pas un qui fait le bourdon, ils chantent juste. Ça veut dire qu'ils ont été capables de s'ajuster les uns aux autres pour que ça puisse exister. Eh bien, je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà fait l'expérience de faire chanter des enfants ou un groupe d'adultes. Eh bien, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et puis, ces jeunes, ils avaient à la main, j'ai bien regardé, ils avaient des papiers. Ils n'avaient pas de partition. Ce n'étaient pas des jeunes qui savaient lire la musique. Ils avaient les textes des paroles. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ces connaissances, on n'a pas besoin d'être un sachant pour s'autoriser le plaisir de la musique.
et donc la reconnaissance de ceux qui vont être pris à témoin de cette construction-là. Ils ont créé quelque chose, on était aujourd'hui 400 et quelques à en être témoins, et du coup, nous existons, et ils existent dans notre regard. Et je suis intimement convaincu depuis très longtemps, j'en avais pas fait un métier, je crois sinon, que la pratique artistique, c'est une des clés pour l'avenir. C'est-à-dire, avant qu'on soit sur des choses très fonctionnelles, il faut déjà réenclencher les systèmes d'estime de soi, de plaisir, d'engagement et de réalisation de choses belles. Et du coup, nous allons évidemment repousser les frontières de nos propres perceptions, mais on va les repousser pas de manière anarchique, pas de manière compulsive, on va les repousser ensemble et de manière organisée, respectueuse et sensible. Et là aussi, je suis très touché de ce que je vois depuis ce matin, c'est qu'on associe à des prises de parole, comme je suis en train de faire là devant vous, on est en train d'associer ça au monde du sensible, ce qui ne se quantifie pas. On est toujours libre de dire à la fin oui, c'était bien, moi je n'ai pas aimé du tout, c'était génial, très bien, ça c'est de l'impression tout à fait personnelle, mais n'empêche que le sensible s'invite dans ces réflexions qu'on a ensemble. Ce qui fascine à l'opéra, je suis un chef qui fait beaucoup d'opéra, ça se trouve comme ça, ce qui fascine à l'opéra, c'est qu'on se trouve toujours dans les dramaturgies à des situations extraordinaires. C'est tant mieux d'ailleurs, parce qu'on ne voudrait pas vivre ni comme la Tosca, ni comme la Traviata, ni comme, c'est pas toujours marrant de tousser toute la journée et de mal finir, mais on n'a pas envie de ça. Mais c'est des ouvrages de fiction. Par contre, ces ouvrages de fiction, et dans leur traduction dramaturgique, scénique, vocale, orchestrale, nous emmènent aux frontières de cette harmonie. Est-ce que d'un seul coup, ça devient dissonant? Est-ce que d'un seul coup, l'harmonie est mise en péril? Oui, assurément. On frôle la rupture de celle-ci, voire par moments, on va détruire l'harmonie ou on la met à mal pour mieux cheminer dans l'action de la retrouver. Et encore une fois, ce n'est pas le résultat final qui compte, c'est le parcours. On pourrait évidemment commencer la Traviata directement quand elle tousse un bon coup et puis qu'il lui reste 10 minutes de musique. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le personnage y traverse tout ça. Nous allons créer nos propres et nos nécessaires dissonances pour mieux converger individuellement et collectivement, encore une fois, vers la consonance retrouvée. Mais comme en toute chose, l'harmonie n'existe qu'en réponse à une tension éprouvée précédemment. Il faut des épreuves, on peut appeler ça des épreuves. En tous les cas, il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience. Au XVIe siècle, il y avait une forme qui a occupé beaucoup les compositeurs en Europe, qui s'appelle le madrigal. Le madrigal, c'était une forme polyphonique, donc à plusieurs chanteurs, pour exprimer polyphoniquement un sentiment amoureux. C'est-à-dire vous aviez un personnage, mais qui était décliné sur 4, 5, 6 voix. Et ces 5, 6 voix disaient « je »,« j'aime », je brûle, je gèle, je me passionne, je me tourmente, etc. Et puis d'un seul coup, on s'est mis à remettre un peu plus d'affetti, des affects à l'intérieur. Alors les affects, pendant très longtemps en musique, c'était, oulala, c'est le diable qui s'invite dans la musique. Il faut que la décence, la raison et la pudeur s'octroient la part du lion. Donc on s'est autorisé au XVIe siècle à glisser quelques affects. Et il en faut modérément des affects, modérément, mais il en faut. Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus humain qui apparaît. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la musique? Il s'est trouvé qu'en mettant des affetti dans le madrigal polyphonique, à force de dire « je brûle »,« j'aime »,« je déteste », etc., avec plein d'affects, on s'est dit « pourquoi pas résumer ces 5 voix en un seul personnage et le mettre sur une scène ?» Et Claudio Monteverdi, qui était un des grands compositeurs du madrigal italien, est aussi un des premiers compositeurs d'opéra. Et on a créé ainsi l'opéra et le personnage d'opéra. Mais il a fallu là aussi se donner des autorisations pour que la part du sensible soit reconnue et qu'elle puisse émerger. Je voulais vous dire également, par rapport à 2 œuvres que vous connaissez probablement, ce système
de ne pas nier la dissonance dont nous avons besoin. Vous connaissez tous le boléro de Ravel, vous connaissez sûrement la valse de Ravel également. Dans les deux cas, ce sont des œuvres qui s'auto-détruisent. Et là, je cite Ravel. Vous savez, à la fin du boléro, le boléro, ça a duré 16 minutes, où pendant 16 minutes, vous avez eu ce rythme implacable. Il ne se passe rien d'autre que ce rythme, mais c'est obsessionnel. Et il y a deux thèmes au-dessus, pas trois, il y a deux thèmes, qui d'ailleurs ne vont jamais se rencontrer. Donc Ravel arrive à ce tour de force de faire qu'un thème rythmique, le moteur, et deux thèmes mélodiques vont faire une production de 16 minutes de musique. Comment ça peut évoluer puisque ça ne se développe pas? Ça s'auto-détruit. Et lors de la création de l'œuvre, les gens ne savaient pas quoi en penser, et une dame à côté de Ravel a crié « Au fou !» Et Ravel a dit « Ah, il y en a une qui a compris ». Mais nous, aujourd'hui, quand on donne le boléro de Ravel avec des orchestres, on a la salle qui se lève. Ouais. Mais ce n'est pas la fête. C'est pas la fête. C'est que quelque part dans cette musique, nous sommes libérés de cette chose obsessionnelle. Ravel la voulait comme étouffante, aliénante, asphyxiante. C'est tout sauf glorieux. Mais quelle étreinte! Et la deuxième part de cette musique qui est sublime, c'est la respiration qui arrive juste après. Il nous faut reprendre notre souffle. Donc la musique n'est pas forcément faite pour être festive, elle n'est pas forcément faite non plus pour être systématiquement conviviale, elle est faite pour modifier nos perceptions. Et elle est faite assurément pour que nous la ressentions, pour que nous l'éprouvions et qu'en nous cèdent certaines barrières, certaines frontières qu'on puisse abolir. Pas seul quand on est musicien, puisque quand vous êtes dans le collectif d'un orchestre et d'un chœur, l'énergie phénoménale que ça dégage quand vous êtes sur scène, c'est pas descriptible. Une année avec un orchestre, on a fait un concert scolaire, ça arrive souvent, mais il y avait peut-être 300 enfants, on fait des jeux ensemble, c'est-à-dire que moi j'aime bien faire des cartes postales sonores avec des improvisations, etc. Et puis on demande aux enfants de fermer les yeux, et puis bon, on joue. D'ailleurs on dit on joue d'un instrument. Il faut jouer. On joue, c'est un jeu. Et puis à la fin, je demande, est-ce qu'il y a des enfants qui veulent venir diriger sur scène? Alors là, tout le monde oublie qu'il y en a 50 sur le plateau et 400 dans la salle, et ouais, c'est un jeu. Donc, on n'est pas impressionné, on vient jouer. Très bien. Et on a eu souvent des choses très belles, et une fois, il y a eu une merveille. Une merveille. Un petit garçon, je ne sais pas quel âge il avait, 7 ans, 8 ans, un petit garçon qui avait entendu donc la pièce une fois avant avec l'orchestre et qui s'est mis au pupitre, donc on lui donne la baguette. Ça, c'est le... Voilà. Moi, j'en ai plus parce que ça m'agaçait, mais on lui donne la baguette. D'ailleurs, la parenthèse dans la parenthèse, j'ai un petit un jour dans une école qui m'a dit « Mais la baguette, ça sert à faire disparaître les musiciens qui jouent pas bien. » Et si seulement. Et si... Toi, tu m'embêtes, abracadabra, t'es plus là. Allez, si seulement. Et donc, ce petit bonhomme est monté au pupitre, donc il n'était pas impressionné par 400 derrière et 50 devant lui. Et moi, je suis derrière lui juste pour assurer qu'on est dans un tempo, c'est-à-dire la pulsation à l'intérieur de laquelle tout va être possible. C'était pas techniquement, il y avait juste comme un effet de yo-yo sur un geste régulier, juste pour avoir, lui, cette sensation de l'orchestre et de la respiration qui fait que, collectivement, il allait pouvoir faire du son dans un espace consacré avec 50 musiciens. Vous imaginez ses propres frontières pour la perception des choses. Bon. Eh bien, non seulement il faisait ça très bien tout seul, mais il avait repéré dans la géographie de l'orchestre qu'à un moment donné, c'était la flûte qui était plutôt par là pour lui, donc il la regardait, puis il faisait... Et puis un petit peu après, il savait que c'était la clarinette. Il n'aurait peut-être même pas pu donner le nom des instruments. Alors moi, je me suis retiré tout doucement. Je suis allé derrière les contrebasses. Et là encore, j'y suis allé de ma larme. Et on se dit, si ça doit être fait, tout ça, que pour ça, une fois, et modifier la perception de quelqu'un qui n'est pas un initié, alors c'est que la musique a vraiment toute sa place comme lien social et comme ciment éducatif, d'épanouissement dans notre société. Et ça, vraiment, 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 je veux me consacrer pleinement à ça. Les sens sont
éveillé. Nous, on va dire encore, c'est le champ sémantique français, je ne tire pas dessus tout le temps, mais allez, là c'est tentant, on est entre nous. Nous, on dit une répétition. On va répéter. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on va dire une bêtise, on va la répéter. Bon, on a dit une bêtise, on répète. Les Allemands, ils disent Probe, on essaye. Ich habe eine Probe, j'ai une répétition, mais Probe. Et les Anglais, ils disent rehearsal, on va éprouver. C'est magnifique ça, on va éprouver. Bon, nous, on répète. Donc il faut passer un peu au-delà du mot. C'est-à-dire, on sent que si on n'a pas souffert et avec dureté, ça ne va pas le faire. Mais moi, j'adore ces sensations de... On essaye, on tente, on éprouve. On éprouve. Et là encore, on repousse les limites de sa perception. Et on gagne des espaces de liberté insoupçonnés. Je vous disais tout à l'heure, la partition est un rituel. La partition, ce n'est pas de la musique, c'est du papier. C'est à nous de faire vivre ça sans avoir à la distribuer au public. On n'a pas besoin. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin. Et je reviens à ces enfants ce matin sur la vidéo, ils n'avaient pas de partition. Donc ils peuvent faire de la musique sans être des initiés. Je voulais vous parler de la justesse. Je vous parlais tout à l'heure du chant, de la voix, etc. À l'orchestre, vous avez, je sais pas, mettons vous avez un solo de hautbois, très bien, pam, et juste derrière, vous auriez le bassoniste qui doit rejouer la même chose. Bon. Imaginez que le hautbois, c'est la couleur, c'est le diapason, c'est infime, mais les musiciens peuvent le ressentir. Pas forcément tout le temps de public, mais les instrumentistes peuvent le ressentir. Imaginez que le hautbois joue un tout petit peu trop haut. C'est une question de couleur, un tout petit peu trop haut. Si le bassoniste, lui, dit « Non, ça, il joue trop haut, moi je maintiens mon truc », celui qui donnera l'impression de jouer faux, c'est celui qui arrivera après le hautboïste. Le boulot du bassoniste, ça va être de s'ajuster et pas d'imposer. Et là, il y a le commencement du début d'une chaîne vertueuse. Si vous chantez dans un chœur, pour certains d'entre vous, dans une chorale, vous savez très bien que quand un chœur commence à baisser, c'est-à-dire on perd un peu de la couleur et puis on va vers le bas, à l'intérieur du chœur, c'est impossible de corriger. Il n'y en a pas un qui va rester en disant « moi je sais », et puis les autres qui vont aller vers autre chose. Eh bien, on ajuste. Ou alors, on prend conscience collectivement qu'il faut avoir une perception autre. Mais personne ne détient une vérité. Le vrai travail, je vous parlais tout à l'heure de l'harmonie comme de la résultante d'un engagement et d'un travail, le vrai travail, c'est ça. C'est je me mets à disposition pour faire l'objet, le façonner, donc l'ajuster. Et ce qui est très touchant, vous avez par exemple des petits dans les écoles de musique qui vont jouer un morceau de clarinette, de violon, de saxophone, ils ont 5 ans, ils ont 6 ans, mais ça peut être bouleversant. C'est pas mignon, c'est bouleversant, parce que là, tout de suite, ils sont hyper engagés sur ce qu'ils font. Ils sont en train de jouer leur vie, les petits là. Et là, c'est juste. C'est comme un acteur ou un chanteur. Barbara, vous savez ce qu'elle disait, Barbara la chanteuse? Elle disait, on dit que je chante faux. C'est pas vrai, je chante autour de la note. Bon, des fois, elle était franchement en périphérie. Mais comme c'était elle, c'était juste. La justesse, elle est là. C'est pas un truc de mécanique. C'est une justesse d'intention. Que tout soit maîtrisé au mieux avec qui on est. Et à partir de là, on peut commencer, je pense, à être en résonance avec tout ce qui nous entoure. Je voulais terminer en vous parlant aussi de 2-3 exemples rapides de projets effectivement qui vont m'arriver bientôt, qui sont déjà arrivés, que je vais reprendre, etc. Alors, il se trouve que je fais de l'orchestre symphonique et je fais de l'opéra avec beaucoup de plaisir, c'est mon cœur de métier. Et puis il y a 2-3 ans, on m'a proposé un projet avec un ballet, avec une troupe de hip-hop et orchestre symphonique. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, c'est quand j'ai vu les danseurs ce matin, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas en parler. Et en fait, c'était autour d'un ballet de Henri Sauguet qui s'appelle Les Forains. Mais vous connaissez la chanson de Piaf? Au départ, ce thème, c'est Henri Sauguet, et après, Piaf a fait la chanson. Et en fait, on a fait ce ballet à l'Opéra de Limoges, avec un orchestre symphonique, donc 45 musiciens, un compositeur électro, qui a fait un truc remarquable, qui vient s'intercaler dans la partition de l'orchestre, et qui me dit, la première fois que je l'ai vu, il me dit, moi, je ne lis pas une note de musique, hein.
Bah, pas grave, on va trouver comment faire de la musique sans lire une note de musique. Je reviens aux jeunes tout à l'heure. Et les danseurs de hip-hop. Et les danseurs de hip-hop, quand on a commencé les répètes avec l'orchestre, ils étaient fantastiques. Et ils sont venus me voir juste avant, parce que moi j'avais déjà passé une semaine, 10 jours avec eux. Puis ils m'ont dit, bah, comment on va dire bonjour à l'orchestre? Et ils avaient déjà ce souci-là. Parce que moi je suis dans un métier, dans les maisons d'opéra, où alors entre les chanteurs, les chœurs et l'orchestre, si on se dit pas bonjour, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez même avoir des répétitions dans la fosse, pendant qu'il y a un spectacle au-dessus. On ne va pas forcément dans l'orchestre aller chercher à voir à quoi ça ressemble au-dessus. On est chacun sollicité dans la chose la plus fonctionnelle possible. Donc ils sont allés dire bonjour à l'orchestre, puis moi ça me permettait de les présenter mutuellement. Et bien l'orchestre, que j'aurais cru un peu plus blasé que ça, ils ont été ravis, puis ils ont été touchés. Du coup, ce spectacle, on l'a donné à l'Opéra de Limoges, on va le redonner cette année à l'Opéra de Limoges, on va le donner une semaine à l'Opéra national de Bordeaux, et puis on part même à Hong Kong avec, au mois de mai. On va le faire au French May à Hong Kong. C'est un spectacle juste, vrai. C'est-à-dire, les danseurs de hip-hop font du hip-hop. Le compositeur de musique électro a fait une splendeur, et la musique d'Henri Sauguet s'en retrouve toute rajeunie et ragaillardie. Et bien, ça nous amène aussi des nouveaux publics. Et du coup, ces espaces consacrés ne sont pas des espaces de musée, mais des espaces au spectacle vivant d'aujourd'hui. J'ai fait aussi un spectacle il y a quelques années avec Oxmo Puccino, rappeur. Alors ça, si on m'avait dit, c'est pareil. Ben, c'était super, et c'était une magnifique rencontre. On ne s'est pas parlé beaucoup de musique, on s'est parlé énormément de textes et de poésie. Mais c'est de la musique aussi. Et puis effectivement, récemment, j'ai fait un concert au mois de janvier, et ça s'est magnifiquement passé comme rencontre avec Jane Birkin, j'aurais pas imaginé non plus, qui a tout un programme sur les chansons de Serge Gainsbourg avec orchestre symphonique et donc elle. Et on va refaire toute une tournée, notamment en Île-de-France l'année prochaine. Et ça, c'était bouleversant parce que les mots sont très beaux, la musique est très belle, et j'ai rencontré quelqu'un qui, je pense, c'est pas elle qui le dira, hein, ça c'est moi tout seul, elle est au sommet de son art, tant elle est dépouillée du superflu. Il n'y a tellement plus rien qui gêne que c'est émouvant. Donc on n'est pas dans de la gesticulation. Toute frontière est abolie, puisque dans ce dépouillement, toutes les invitations sont faites à venir recevoir ces mots, ces sons. Voilà. Donc, ces projets. Puis je terminerai par un dernier projet qui va avoir lieu à Lyon, je suis lyonnais, au mois de septembre, dans le cadre de la Biennale de la danse. On m'a proposé en fait de m'occuper de monter un chœur non professionnel, hein, un chœur d'amateurs de 300 chanteurs, plus des artistes professionnels, place Bellecour, je ne sais pas si vous voyez la place Bellecour à Lyon, c'est gigantesque. Et donc à la fin du défilé, de la Biennale, il y a un défilé qui arrive place Bellecour, donc il y aura 15 000 spectateurs, un spectacle de danse, il faut que je fasse chanter 300 chanteurs amateurs, puis faire chanter avec les 300 chanteurs amateurs Imagine de John Lennon avec les 15 000 spectateurs. Alors soit c'est complètement mégalo, soit c'est se dire, eh ben ouais, mais ça aussi c'est de l'utopie qui fait du bien. Le temps de 5 minutes avec tout ce monde, on va faire Imagine de John Lennon. Ah, c'est bon ça quand même. Ça c'est super. Voilà, donc je me sens bien en phase avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et un immense merci pour cette invitation parce que ça me fait du bien aussi, cette pratique réflexive qui consiste à interroger le métier que j'ai la chance de faire, mais que je ne veux pas faire n'importe comment non plus. Donc c'est très important d'avoir ces fenêtres pour échanger avec vous. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui. Je vous remercie infiniment.